Un coup d'État sans tank, sans poudre, mais avec un stylo. Qui vole vraiment le Zimbabwe aujourd'hui? Imaginez un instant. Il n'y a pas de colonnes de blindés dans les rues, pas de coups de feu, pas même de cris dans la nuit. Tout semble calme à Harare, la capitale. Mais ce calme n'est qu'une illusion. À l'abri des regards, derrière les portes capitonnées d'un parlement climatisé, Emmerson Mnangagwa, 83 ans, orchestre ce que l'histoire retiendra peut-être comme le plus grand braquage de la souveraineté d'un peuple. Parce qu'ici, l'arme n'est pas un fusil, mais un stylo. Pas une prise de pouvoir brutale, mais une exécution silencieuse, méthodique, légalisée. Oubliez les images classiques du coup d'État. Le Zimbabwe vit aujourd'hui son coup constitutionnel. Un leader octogénaire redessine la loi à son image, prolongeant son règne bien au-delà de toute logique démocratique, pour gouverner même les enfants qui ne sont pas encore nés. Ce n'est pas seulement une question de longévité, c'est une question de contrôle. Mnangagwa, surnommé le crocodile, ne veut pas seulement rester. Il veut verrouiller l'avenir, effacer la possibilité même d'une alternance. Dans ce scénario, le bulletin de vote, jadis promesse d'espoir, se transforme en cercueil pour la démocratie. Les citoyens perdent leur voix, remplacés par une poignée de politiciens fidèles, les mêmes, faut-il le rappeler, qui ont piloté le pays vers l'hyperinflation, les épidémies de choléra et la ruine économique. Ces représentants, investis non par la volonté du peuple, mais par un système soigneusement verrouillé, s'emparent du droit de choisir le président, alors que ce pouvoir appartenait, autrefois, au peuple tout entier. C'est là la ruse du coup d'État silencieux. Il ne fait pas couler de sang, il ne brise pas de porte. Il glisse, insidieux, dans les textes de loi, jusqu'à ce que, soudain, le peuple réalise que le débat n'est plus qu'un simulacre et que le Parlement, censé porter sa voix, n'est plus qu'un écho lointain, un simple tampon au service du pouvoir exécutif. Ce que le Zimbabwe risque de perdre n'est pas seulement un moment politique, c'est la clé de son avenir. Car, quand on vole au peuple le droit de choisir ses dirigeants, on lui retire aussi la maîtrise de ses ressources, la fierté d'appartenir à une nation qui décide pour elle-même, et la possibilité de rêver d'un futur meilleur. Se taire devant cette confiscation, c'est accepter la dépossession, la misère, et surtout l'effacement d'une voix collective qui, jadis, fit trembler des empires. Mais pourquoi un tel acharnement? Pourquoi un président déjà âgé, qui devrait incarner la sagesse, s'accroche-t-il à ce pouvoir comme à une bouée de sauvetage? La réponse va bien au-delà de l'ambition. C'est la peur du jugement, la peur de la vérité, la peur d'avoir à rendre des comptes devant l'histoire et devant son propre peuple. C'est l'instinct de survie d'une élite qui ne se protège plus que d'une chose, la justice populaire. Ce moment, vous l'aurez compris, va bien plus loin qu'une simple révision de la Constitution. Il trace une ligne de fracture. D'un côté, une élite qui se barricade, qui transforme la République en syndicat privé. De l'autre, tout un peuple à qui l'on demande de regarder ailleurs, d'accepter l'inacceptable. Mais avant de comprendre comment l'espérance a été trahie, il faut remonter aux racines de ce rêve. À ce moment où le Zimbabwe s'est cru maître de son destin, à la promesse d'une liberté arrachée au colonialisme. Replongeons ensemble dans la jeunesse de cet espoir, pour mesurer toute la gravité de sa trahison. Derrière la terre zimbabwéenne, une histoire de liberté. Et aujourd'hui, un rêve piétiné. Retour en 1980. Harare, alors Salisbury, résonnent des cris de joie. Le drapeau du Zimbabwe s'élève pour la première fois sur la nation. La foule danse, et Bob Marley entonne « Zimbabwe », hymne d'espoir pour un peuple enfin libre du joug colonial. Les terres promises aux fermiers noirs, la souveraineté enfin arrachée aux colons, chaque visage rayonne de cette certitude. Après tant de souffrances, l'histoire penche enfin du bon côté. Le peuple n'attendait pas seulement la fin d'une domination étrangère. Il rêvait de récolter les fruits de sa propre terre, de bâtir, ensemble, une société digne, juste, à la mesure des sacrifices consentis. Mais 40 ans plus tard, de cet arbre de la liberté si longtemps arrosé de sang et d'espoir, la racine pourrit.
Ce qui devait être le symbole de la Renaissance s'est mué en décor de théâtre. Les couleurs du drapeau sont brandies lors des parades officielles, mais le sol, lui, reste confisqué par une poignée d'initiés. La génération qu'on appelle « Born Free », ces enfants nés après l'indépendance, grandissaient avec l'idée que leur existence serait plus grande que celle de leurs parents. On leur avait dit « plus jamais la soumission, plus jamais l'humiliation ». Et pourtant, voilà qu'un nouveau joug s'est abattu sur eux. Ce n'est plus le colon blanc qui dicte la loi, mais leur propre libérateur, qui tordent la Constitution pour demeurer maîtres absolus. L'imposture est d'autant plus violente qu'elle porte le masque de la légalité. Des lois taillées sur mesure pour museler la critique, une assemblée devenue chambre d'enregistrement, des opposants réduits au silence, parfois expulsés pour de simples questions de procédure. Ce n'est pas seulement la confiscation d'un pouvoir politique, c'est la dépossession d'une mémoire collective. Le Zimbabwe avait inscrit en 2013, dans une nouvelle constitution adoptée à la quasi-unanimité, des limites de mandat claires, jurant que, plus jamais, un chef resterait au pouvoir à vie. C'était le serment de toute une nation, garantir à leurs enfants le droit de choisir et surtout de révoquer leurs dirigeants. Mais ce pacte est aujourd'hui déchiré, foulé aux pieds par ceux-là même qui s'étaient engagés à le défendre. Ce qui est en jeu n'est pas une simple alternance politique, c'est la dignité, la possibilité de vivre sans peur, la maîtrise des richesses nationales. Quand l'élite se barricade dans le palais présidentiel, quand elle réécrit les lois pour prolonger son règne, ce n'est pas par ambition, mais par peur. Peur d'être jugée, peur de devoir rendre des comptes, peur de voir leurs crimes exposés au grand jour. La présidence n'a plus rien d'un service public. Elle devient une forteresse, un bunker, d'où l'on dirige un pays qu'on ne voit plus, qu'on n'écoute plus. Pendant ce temps, la population, elle, compte le prix du pain, fait la queue pour l'eau, et se voit rabâcher que son avis, sa souffrance, n'ont plus de place dans la grande histoire nationale. La génération Born Free est sacrifiée, réduite à un simple décor dans la tragédie du pouvoir. Leur rêve de 1980 s'efface, remplacé par un cycle de domination intérieure, plus subtil, mais tout aussi brutal. Mais alors, comment ce rêve collectif s'est-il transformé en cauchemar politique ? Plongeons maintenant au cœur du mécanisme du coup constitutionnel. Ce n'est pas la peur du peuple, mais la peur de rendre des comptes. Qui protège quoi au sommet de l'État ? Ce qui se joue aujourd'hui au Zimbabwe, c'est bien plus qu'un simple tour de passe-passe constitutionnel. C'est la mise en place, étape par étape, d'un système où la loi est retournée contre ceux qu'elle était censée défendre. Regardez comment Emmerson Mnangagwa procède. D'abord, on modifie la Constitution. On supprime ou on affaiblit le suffrage universel, on prolonge le mandat présidentiel, on efface les garde-fous que le peuple avait arrachés de haute lutte en 2013, persuadé que jamais plus un seul homme ne pourrait confisquer tout le pouvoir. On croyait avoir enterré la dictature éternelle de Mugabe, mais l'histoire a un goût amer. L'élève a dépassé le maître, non par le charisme, mais par la manipulation du droit. Aujourd'hui, le Parlement, censé représenter la nation, s'est transformé en simple chambre d'enregistrement, validant sans broncher chaque volonté présidentielle. Les débats, la contradiction, la transparence, disparus. On impose même des lois dignes d'un autre temps, comme le fameux Patriotic Bill. Cette loi, sous couvert de patriotisme, interdit toute critique du gouvernement, toute contestation, même légitime, des échecs du pouvoir. S'exprimer, c'est risquer la prison. Le Zimbabwe, pays des promesses constitutionnelles de 2013, se retrouve muselé, bâillonné par ses propres institutions. Mais pourquoi toutes ces précautions ? Pourquoi se barricader à ce point, au risque d'attirer la colère internationale, les sanctions, voire l'isolement ? Si ce n'était qu'une question d'ego, une statue ou un mausolée suffirait. Mais là, c'est toute la maison du pouvoir qui se protège, car ce n'est plus seulement une question de prestige. C'est une question de trésor. Sous la terre du Zimbabwe dorment des richesses fabuleuses. Le plus grand gisement de lithium d'Afrique, de l'or à perte de vue, des ressources qui pourraient transformer le pays et la vie de ses habitants. Mais qui en profite vraiment ? Regardez le Mutapa Fund. À première vue,
un fonds souverain pour gérer les actifs de l'État, un outil de développement. En réalité, c'est un coffre-fort opaque, dans lequel on a placé les mines, les chemins de fer, les télécoms, 20 entités stratégiques, retirées du contrôle parlementaire. Aucun audit, aucune question permise. C'est une économie de l'ombre, où les ressources du peuple s'évaporent dans des circuits secrets, à l'abri de tout regard citoyen. Ce n'est pas l'État qui possède ces richesses, mais une poignée de familles bien placées. Et quand on remonte la chaîne du pouvoir, tout mène à une même adresse, la famille présidentielle. Le vrai coup d'État n'est pas militaire, il est familial. Regardez les nominations. David Kudakwache Mnangagwa, fils du président, propulsé vice-ministre des Finances. Les contrats du lithium se signent entre père et fils. Peut-on encore parler de république quand la trésorerie nationale ressemble à un héritage familial? Ici, le ministère des Finances devient un guichet automatique où l'État se confond avec une dynastie mafieuse. Face à cette confiscation, où sont les voix africaines? Où est l'Union africaine, si prompte à condamner les coups d'État militaires, à suspendre le Mali, la Guinée, le Niger, mais silencieuse quand la Constitution est dépecée par amendements successifs? Un silence assourdissant, reflet d'une hypocrisie institutionnelle. On ferme les yeux sur la démocratie bafouée tant que le pillage reste feutré, légal, signé d'un costume-cravate et non d'un treillis. Ce qui se joue là, c'est l'avenir même du Zimbabwe, une alternance politique devenue impossible, des ressources nationales capturées, une élite héréditaire qui verrouille tout espoir de changement. Mais plus grave encore, c'est la dignité collective et la voix du peuple qui s'efface pour des générations entières. Se taire, c'est accepter la dépossession, la misère, l'invisibilité. Mais cette confiscation n'est pas une fatalité. D'autres terres africaines voient naître une résistance incarnée par une nouvelle génération. Quand Harare s'enferme dans la peur, Ouagadougou fait sauter les chaînes. 2 Afriques, 2 avenirs. D'un côté, au Zimbabwe, le pouvoir verrouille, s'accroche, s'entoure de silence et de complicité. De l'autre, au Burkina Faso, une jeunesse ose briser le cycle, et c'est là que tout se joue. Ibrahim Traoré, ce jeune capitaine devenu le visage de la résistance, n'est pas seulement un chef d'État. Il est le miroir tendu à toute une génération. Quand il se dresse en treillis pour défendre la souveraineté de son pays, il expose la peur des vieux présidents, accrochés à leur fauteuil, modifiant les constitutions pour protéger leurs privilèges. Le contraste est saisissant. À Harare, on transmet le pouvoir comme un héritage familial, une affaire de sang plus que de scrutin. Un fils, David Kudakwache Mnangagwa, nommé vice-ministre des Finances par son propre père, président. République ou entreprise familiale? À vous de juger. Quand le patrimoine national, des ressources minières au trésor public, n'est plus qu'un distributeur automatique réservé à un clan, le peuple, lui, assiste impuissant à la confiscation de son avenir. Mais à Ouagadougou, le silence a explosé. Traoré ne promet pas la lune, il rappelle seulement une évidence oubliée. Le pouvoir n'est pas une prime à accumuler, c'est un fardeau à porter pour son peuple. Quand il dit « Un esclave qui ne se révolte pas ne mérite pas qu'on ait pitié de lui », il s'adresse à tous ceux qui, du Zimbabwe jusqu'au Cameroun, se sentent piégés par le fatalisme. Il redonne à la rébellion sa dimension sacrée. Non pas la violence gratuite, mais la dignité retrouvée. La résistance n'est pas une option, elle devient une condition pour exister, pour refuser l'humiliation héréditaire imposée par une élite déconnectée. Ce choix, entre la soumission à une dynastie de prédateurs et l'audace d'une génération de bâtisseurs, est aujourd'hui le grand clivage du continent. Plus qu'un conflit politique, c'est une fracture générationnelle, une bataille pour l'âme de l'Afrique. Les jeunes, nombreux, connectés, porteurs d'espoir, refusent que la démocratie soit un luxe réservé à quelques familles ou une marchandise d'exportation. Ils veulent choisir leurs dirigeants, maîtriser leurs ressources, écrire leur propre page dans l'histoire du monde. La diaspora, elle aussi, sent la brûlure de cette dépossession. Vous, qui regardez depuis Paris, Montréal, New York ou Johannesburg,
Vous portez en vous le souvenir des luttes passées, mais aussi la fatigue de sentir, année après année, la voix du peuple étouffée. Rappelez-vous 1980. Rappelez-vous Bob Marley chantant sous le ciel de Harar, ce moment de joie pure, cette promesse d'une Afrique décolonisée, digne, souveraine. À travers ces chants, c'était notre avenir qu'on célébrait, et aujourd'hui, c'est cette espérance qu'on assassine à coups de décrets et de trafic d'influence. Le vrai danger, ce n'est pas que la démocratie soit trahie une fois de plus. Le danger, c'est que l'indignation s'éteigne, que le désespoir s'installe, que l'on confonde oppression et normalité. Si nous fermons les yeux, si nous nous taisons, nous acceptons d'effacer la voix de tout un continent pour une génération entière. Mais si, comme Traoré, nous décidons de nous lever, de parler, de nous organiser, alors l'histoire peut encore bifurquer. La question n'est donc plus « pourquoi l'indignation ?», mais comment passer à l'action. Au-delà des discours, des commémorations, quelles leçons concrètes tirer de cette fracture? Comment transformer la colère en force de changement, faire en sorte que la roue de l'histoire tourne enfin dans le sens de la souveraineté populaire? L'histoire n'est pas écrite, elle germe dans chaque acte de courage et chaque mot semé. Si, aujourd'hui, la nuit semble tomber sur le Zimbabwe, c'est parce qu'on voudrait nous faire croire que tout est joué, que la confiscation du pouvoir n'est qu'une fatalité à accepter. Mais il n'en est rien. C'est justement dans notre capacité à parler, à témoigner, à refuser le silence, que naît la possibilité d'un avenir différent. Regardez les commentaires sous cette vidéo. Ce ne sont pas que des mots jetés dans le vide, ce sont des graines. À chaque fois que vous témoignez, que vous dites « je vois, je refuse, j'espère », vous brisez un peu plus la normalisation de ces coups d'État constitutionnels. La parole, c'est le premier outil contre la résignation. Quand vous écrivez le nom de votre ville, de votre pays, quand vous partagez ce que vous vivez, vous dessinez une carte invisible de solidarité. D'Harar à Ouagadougou, de Paris à Atlanta, chaque voix est un battement de cœur dans ce corps panafricain qui refuse de mourir. On dit souvent que la stabilité imposée est nécessaire. Mais la vérité, c'est que cette stabilité cache une fragilité extrême. Derrière les discours de paix, ce sont des institutions creuses, des promesses trahies, une jeunesse muselée. Le vrai rempart contre la confiscation des richesses, ce n'est pas le silence, c'est la vigilance populaire. Quand la voix du peuple s'élève, quand elle exige des comptes, même le plus endurci des autocrates tremble. La leçon que nous donne la résistance burkinabé, c'est qu'aucun dirigeant, aussi puissant soit-il, ne peut tenir face à un peuple éveillé. Ibrahim Traoré l'a bien compris. La dignité d'un pays ne se mesure pas au nombre de soldats, mais à la force de sa conscience collective. Il nous rappelle que la souveraineté ne se donne jamais, elle se conquiert, chaque jour, par l'engagement et la solidarité. Et pour nous, dans la diaspora, la responsabilité est immense. Nous avons la mémoire des luttes, nous savons ce que coûte la liberté. Se taire, c'est trahir cette histoire. Chaque fois que l'un d'entre nous relaie un témoignage, éclaire une injustice ou simplement dit merci à ceux qui se battent là-bas, il sème un espoir. Car même un mot d'encouragement, dans ce grand village numérique, peut rallumer une flamme. Il ne s'agit pas seulement de commenter ou de débattre, il s'agit de se relier, de refuser l'indifférence. Si nous laissons l'oubli s'installer, nous signons collectivement pour des décennies de misère et d'humiliation. Mais si nous faisons le choix du courage, si nous refusons de normaliser l'inacceptable, alors une autre histoire peut naître. La fracture générationnelle dont nous parlions, ce choix entre la soumission et la renaissance, il se joue d'abord dans nos esprits et nos échanges. C'est la solidarité, le refus de la fatalité, qui finiront par percer la carapace des régimes qui s'accrochent. Alors, à chacun d'entre vous, votre voix compte, votre attention compte. L'Afrique a déjà trop souvent été effacée de sa propre histoire. Refusons que cela continue. N'attendons pas des héros lointains. Soyons les héros du quotidien, ceux qui tiennent la ligne, qui témoignent, qui partagent, qui relèvent la tête. Pour ceux qui veulent écrire le prochain chapitre, la route commence ici. La Constitution peut être réécrite. La dignité ne s'efface jamais. Que choisirez-vous de faire grandir ?
Ce qui se joue aujourd'hui au Zimbabwe n'est pas une simple histoire d'hommes politiques ou de textes juridiques froids. C'est une bataille pour le souffle même de l'Afrique, une lutte pour empêcher que la voix du peuple ne soit ensevelie sous les ratures d'une poignée d'hommes avides. Emmerson Mnangagwa croit pouvoir sceller son pouvoir en modifiant les lois, comme si la souveraineté était un vieux meuble à déplacer dans son palais. Mais la vérité, c'est que la dignité collective ne s'écrit pas sur du papier officiel. Elle prend racine dans les cœurs, elle pousse dans les têtes qui refusent de baisser les yeux. Ce que nous voyons à Harare n'est pas un événement isolé. C'est le reflet d'une fièvre qui gagne le continent, le symptôme d'une maladie qui ronge la confiance en nos institutions. On nous répète que l'Afrique serait condamnée à l'autoritarisme, que le régime du président à vie serait une tradition locale. Mensonge. C'est un costume d'emprunt, cousu de fil colonial, taillé sur mesure pour des élites qui confondent le pays avec leur héritage personnel. Nos ancêtres ne se sont pas battus pour transmettre la servilité aux générations suivantes. Ils se sont levés pour que chaque fille, chaque fils d'Afrique puisse décider de son destin. Aujourd'hui, le choix est devant nous. Regarder la démocratie confisquée et détourner les yeux, ou reconnaître la fracture qui s'ouvre. D'un côté, la soumission à une élite vieillissante et déconnectée. De l'autre, l'appel d'une jeunesse qui refuse l'étouffement et cherche à réinventer la souveraineté populaire. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, incarne cette rupture. Il n'est pas un messie, mais un signal. L'Afrique n'est pas condamnée à subir. Les vieux crocodiles peuvent encore croire contrôler le temps, mais le temps, lui, n'attend personne. L'histoire n'a jamais appartenu à ceux qui s'accrochent au passé, elle avance avec ceux qui osent écrire la suite. Restez silencieux, et vous offrez l'histoire en otage à quelques-uns. Engagez-vous, et vous refusez le silence éternel imposé à la voix des peuples. Il ne s'agit pas seulement de voter, mais de veiller, d'alerter, d'éduquer, d'aimer suffisamment votre pays pour ne pas laisser d'autres en disposer à votre place. À vous, dans la diaspora ou sur le continent, qui comprenez la valeur d'une vie digne, ne regardez pas le Zimbabwe comme une tragédie lointaine. Voyez-y un miroir tendu à toute l'Afrique, un chapitre de notre livre commun. Votre attention peut devenir une lumière qui fait reculer l'ombre. La flamme de la liberté ne s'éteint pas d'un trait de plume. Chaque abnégation, chaque voix qui s'élève, chaque main tendue participe à la moisson à venir. Les lois changent, les constitutions s'effacent, mais la soif de dignité, elle, ne s'oublie pas. Ce que Mnangagwa croit scellé aujourd'hui sera effacé demain par la volonté d'un peuple debout. Ne laissons pas quelques signatures réécrire notre avenir. Que ce moment soit le début d'un engagement renouvelé, pour la justice, pour la maîtrise de nos ressources et pour la dignité de tous. Merci d'avoir marché avec nous sur ce chemin. Si vous voulez faire grandir cette lumière, rejoignez la communauté, abonnez-vous, partagez et ne lâchez rien. Car c'est ensemble que s'écrit la suite, et l'Afrique mérite qu'on se batte pour son rêve.